Une vingtaine d'années après l'adoption de la loi sur l'équité en matière d'emploi, a-t-on fait assez de chemin pour lever les règles? Avec Victor Henriquez, Déborah Cher-Enfant, Jacinthe Varel et Anne Raya, c'est parti pour 30 minutes de débat. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, un moment pour rappeler les inégalités et les injustices que vivent les communautés noires depuis des décennies. Lors d'un récent événement, il y a le premier ministre Mark Carney qui a reconnu que le Canada célèbre la diversité, mais n'en respecte pas toujours les principes. Il a réaffirmé son engagement à mieux soutenir les Canadiens noirs. Il faut se battre pour nos valeurs, ce que nous faisons. Et les Canadiens et Canadiennes sont prêts à le faire aussi. En plus de favoriser l'inclusion économique, nous renforçons les communautés en éliminant les obstacles aux soins de santé. Nous avons versé près de 3 millions de dollars à des initiatives communautaires dirigées par des personnes noires. Le mois de l'histoire des Noirs est une façon de corriger cette injustice et d'accorder à ces Canadiens et Canadiennes la reconnaissance qu'ils méritent. Depuis plus de 5 ans, il faut dire cependant que les fonctionnaires fédéraux noirs accusent Ottawa d'entretenir un racisme systémique depuis des décennies. On parle d'embauches discriminatoires, d'absence de promotion, de plafonnement de carrière et de climat de travail toxique. Un recours collectif représentant environ 45 000 employés et ex-employés noirs a été déposé en 2020. Cette semaine, le directeur du secrétariat du recours collectif a pressé le gouvernement de mettre à jour la loi sur l'équité en matière d'emploi comme promis, plutôt que de continuer à contester le recours en justice comme le gouvernement le fait en ce moment. Adoptée pour la première fois en 1986, cette loi oblige à donner des chances égales en matière d'emploi à 4 groupes désignés. On parle des femmes, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et des membres des groupes racisés. Tout ça, ça nous amène à une question ce soir. On est rendu en 2026. Est-ce que les règles de discrimination positive à l'embauche sont encore nécessaires aujourd'hui? Premier tour de table, Victor. Oui, je pense qu'elles le sont malheureusement encore nécessaires dans certains milieux, particulièrement. Aussi dans des endroits où est-ce qu'on a des exemples d'exemplarité, où est-ce qu'on a des modèles à mettre en place. Et d'ailleurs, les chiffres le démontrent. Il y a des avancements, mais ils ne sont pas encore complétés. Déborah. Oui, pour les mêmes raisons. Je pense qu'on n'est pas encore rendu à l'étape où on peut se dire c'est réglé. Et c'est pourquoi je pense que les politiques de discrimination positive doivent être perçues comme un mécanisme de rattrapage. Ce n'est pas un privilège accordé à certaines personnes, c'est une manière d'être équitable. Et je dis bien équitable, c'est pas la notion d'égalité, mais une notion d'équité beaucoup plus importante. Donc, pour moi, tant qu'il y aura ces biais, cette situation déséquilibrée, les politiques de discrimination positive vont être nécessaires. Jacinthe. Il n'y a aucune discrimination qui est positive. Alors, la discrimination, ça amène toujours son lot d'inconvénients et d'embûches pour tout le monde, y compris les personnes qui pourraient être avantagées par la discrimination dite positive. Alors non, absolument pas. Alain. Critère numéro 1, la compétence lorsqu'on embauche et l'expérience au besoin. Je pense que c'est à ça qu'on devrait, à moins qu'il y ait égalité. Là, je mettrais la discrimination positive, mais sans ça, compétence. Alors, le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre. C'est comme ça que c'est ces quatre-là qui s'affrontent ce soir. Allons voir comment vous divisez ça à la maison ce soir. Alors, 23 % des internautes qui ont répondu à la question avant 22h30 pensent que oui, les règles de discrimination à l'embauche là, sont encore nécessaires, alors que 77 % des internautes croient que non. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Quand vous êtes prêts, vous le faites. On repart le décompte des votes à 0 à cette heure-ci. Et dites-nous également quel débatteur a les meilleurs arguments et vous voyez les moyens pour commenter. On attend vos commentaires au cours de cette émission. Et vous, je vous rappelle, vous avez accès à votre interrupteur. Je n'en ai pas pour vous en servir. Je te laisse commencer, Déborah. Pourquoi c'est encore aussi nécessaire aujourd'hui? Puis rappelons d'abord pourquoi ça a été mis en place, ces règles de discrimination positive. Mais ça me fait penser, pendant que tu les mets entre guillemets, de revenir sur un point que Jacinthe a mentionné. C'est vrai que la traduction française discrimination positive cause peut-être déjà d'emblée une réticence parce qu'on se dit, effectivement, une discrimination, c'est jamais positif. Mais il faut se rappeler que ça vient de affirmative action en anglais. Donc là où le mot, la terminologie en anglais permet beaucoup plus de comprendre, où là, on est dans des actions plus affirmatives. Donc ça c'est le premier point.
Mais oui, il faut se rappeler aussi, et ce qui est toujours très important de rappeler, c'est que les politiques de discrimination positive ont d'abord existé pour les femmes blanches, pour faire en sorte qu'on puisse avoir moins de sexisme à l'embauche et faire en sorte que des métiers ou des rôles à responsabilité où il y avait beaucoup plus de présence masculine, c'est qu'on puisse pouvoir intégrer des femmes. Et là, effectivement, qu'on a vu, OK, si on a pu atteindre une certaine équité ou égalité ou être en zone paritaire, là, c'est le temps de s'attaquer à d'autres groupes minoritaires, comme ça a été très bien nommé en introduction dans le segment. Les personnes autochtones, les personnes autochtones en situation de handicap, les personnes racisées. Parce que pour les femmes, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même pas mal de progrès. De progrès. On regarde dans certains domaines où avant, c'était les hommes qui étaient en majorité, maintenant, c'est les femmes. Bien, plus dans la fonction publique fédérale, juste une seconde, c'est 55 des femmes en ce moment. Là. Ils ont même dépassé le seuil, puis il y a plusieurs professions qu'on pourrait les nommer. Là. Mais il ne faut pas confondre non plus des relations de cause à effet et la causalité, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes, oui. Est-ce que c'est vraiment à cause des quotas? Est-ce que c'est vraiment à cause de la discrimination qui les favorisait? Ou c'est parce que dans les 20 dernières années, les femmes se sont davantage scolarisées et se sont dirigées vers les métiers traditionnellement plus occupés par les hommes? On l'a vu en ingénierie, en médecine. Il y a eu des politiques incitatives, il y a eu des programmes spécifiques, il y a eu des plans de promotion de rayonnement de certaines carrières auprès des femmes pour les inciter à aller en génie, à aller en construction. Je veux dire, on ne peut pas sous-estimer ou minimiser ces éléments-là parce qu'ils ont existé et c'est pas arrivé comme une ampoule qui s'est allumée. Ça a existé. Mais je vais rajouter ce que tu as dit. Non, pas de corriger. C'est tout ce que tu as dit tout à fait vrai. Ce que Jacinthe a dit aussi était tout à fait vrai. Ça, c'était, on a mis en place des mesures pour que ces gens-là se forment, qu'ils soient en majorité lorsqu'ils viennent, mais à l'embauche, ils ont maintenant tous les mêmes avantages parce qu'il y en a même plus de femmes à ce moment-là. Donc, quand tu arrives à l'embauche, tu cherches un employé, tu cherches l'employé qui est le plus compétent pour relever un travail. Donc, ça imagine que tu as deux personnes et là, tu dis à l'employeur, dans ce cas-ci, non. Je vais prendre une personne qui est peut-être moins compétente, qui a moins performé à l'entrevue. Et ça, c'est complètement sur ce faux. principe. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? C'est complètement faux. C'est complètement faux que la compétence est mise de côté lorsqu'on fait ce choix-là dans la discrimination positive pour commencer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, par rapport à des métiers, par exemple, comme ceux de la construction, on parle comme si c'était au passé. La réalité, c'est que c'est ce qui existe aujourd'hui. Dans l'industrie de la construction, jusqu'à très récemment, on était à 1,7 % de femmes dans l'industrie. On est monté jusqu'à 3,4 % sans programme spécifique d'accès à l'égalité. Et à ce moment-là, la Commission de la construction du Québec a mis en place un programme d'accès à l'égalité, notamment une subvention salariale à l'embauche. On a réussi à passer de 3,4 % à 9,6 % en quelques années. Ce genre de résultats-là nous démontre qu'il y a des domaines où est-ce que très spécifiquement, on a besoin d'avoir cet avantage à l'embauche. J'aime beaucoup le mot d'action affirmative. On a besoin d'affirmer cette recherche d'égalité et c'est à travers ça qu'on le fait dans ces mesures-là. Maintenant, la question de la compétence est extrêmement importante et je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. La discrimination positive a pour objectif principal de s'assurer qu'à compétence égale, on embauche d'abord la personne qui est issue d'une minorité. C'est pas vrai. C'est ça la réalité. Est-ce que vous êtes en train de nier qu'il y a des offres d'emploi actuellement qui sont exclusivement réservées à des minorités visibles? Personne ne l'a nié. Parfait. Alors, on n'est pas en train de dire heureusement que ça Je veux existe. juste préciser une chose. On n'est pas en train de nier ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est que dans le cas, par exemple, je pense aux chauffeurs de la STM, où est-ce qu'il y a eu des programmes nombreux d'embauche, en aucun cas, on a diminué les critères d'embauche pour s'assurer d'avoir ces gens-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des concours qui sont réservés parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les concours étaient ouverts à tous, malgré les mesures de discrimination positive, il n'y avait pas encore assez d'embauche pour rattraper un minimum. Parce qu'on parle ici de représentativité. L'idée est assez simple. Ce qu'on regarde, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres du nombre d'employés que l'on a dans certaines catégories, femmes, handicapées, autochtones et minorités, les chiffres de représentativité à l'emploi sont très différents des chiffres de représentativité globale. Et là, lorsqu'on se rend compte, c'est qu'on se rend compte d'une différence chez les diplômés universitaires et chez les autres, et c'est pour ça. Mais la compétence n'est pas mise de côté, et ça, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui fait dire que la compétence est mise de côté? On fait un affichage qui est réservé à un groupe spécifique. Mais c'est pas tous les emplois qui sont affichés de cette façon-là. Non, mais on procède déjà comme ça à plusieurs endroits, notamment dans certaines villes. On voit des postes à la fonction publique municipale, des postes à la fonction publique provinciale et fédérale qui sont complètement fermés. Mais pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que ça, c'est l'extrême? C'est la question qu'il faut se poser.
séparés. Est-ce que tu es d'accord avec ce genre Mais d'affichage-là? je suis plus que d'accord. Que des affichages... Mettons-en plus d'affichages, justement, Donc, qui sont t'es d'accord, exclusivement... tu viens de discriminer une partie de la population qui pourrait appliquer Parce ou que quelqu'un cette qui aurait partie- de l'intérêt pour cet emploi-là ne pourra pas appliquer cet emploi-là à Parce que- cause de ce Et qu'est-ce critère-là. qu'on fait de tous les décennies et les siècles où on a discriminé contre des Ouais, mais- personnes qu'on doit favoriser aujourd'hui? Non, Est-ce on qu'on a- en non, parle? non, Parce que tu as non, amené non, l'argument non, de la non, je suis pas compétence, d'accord Alain. avec toi. Non, tu as amené... Bon. C'est parce qu'on est rendu là. Et c'est pourquoi la question ce soir... Alain. J'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est qu'on a mis en place des mesures pour que les gens aillent se former, qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait plus de personnes immigrantes, qu'il y ait plus de personnes racisées, qui font en sorte que lorsque le bassin Et là, pourquoi d'employés on parle de applique... compétences? Parce que là, tu amènes la formation, Alain. Donc, c'est pourquoi ton argument Ouais. tout à l'heure, il ne fonctionne pas. Mais pour revenir à la question que tu avais, Michel, argument c'est fonctionnait que très justement, bien, la question Déborah. ce soir, c'est les politiques de discrimination, elles sont encore nécessaires. Il faut se demander pourquoi, beaucoup plus pourquoi on a un contexte qui nécessite qu'on ait recours à des politiques de discrimination positive et qu'on se pose des questions, qu'on ait recours à des offres d'emploi exclusivement réservées à des personnes des Parce minorités visibles. qu'idéalement, on serait pas là. On ne serait pas On rendu n'aurait là. pas besoin de faire des S'il n'y avait pas un affichages manque de exclusifs, là. représentation criant et aussi 45 000 employés fédéraux noirs qui font un recours collectif, c'est pas 4 personnes. C'est pas 5 personnes, c'est pas des extrémistes qui sont dans leur coin qui disent on va faire, excusez-moi le terme, on va faire marcher le gouvernement. Là, on a des personnes qui ont été traitées systématiquement d'une certaine façon, pas eu de promotion, qui ont justement à qui on a nié leurs compétences pendant des années. Et là, on veut faire en sorte Non, mais ils prétendent que... Non, mais combien de Blancs aussi n'ont pas eu accès à des promotions, n'ont pas eu accès à ce qui est revendiqué là-dedans? Et on ne Je veux met dire, jamais en faut- question leurs ben, compétences, mais seulement on met en question la compétence des groupes minoritaires quand il s'agit de faire des Victor, discriminations on va la positives. faire. Les amis, OK, les amis. Notre enjeu principal est justement qu'on met en opposition les groupes à travers ces programmes-là, alors que justement, en l'expliquant adéquatement, on va voir que ce sont des programmes de rattrapage plutôt que des programmes d'opposition. On n'est pas ici en train de dire que certaines couleurs doivent avoir un avantage sur d'autres. OK, on s'arrête là-dessus. On va prendre un peu nos esprits pendant la pause. Les règles de discrimination positive à l'embauche sont-elles encore nécessaires? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez commenter. On poursuit ça à nos retours. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle, notre question ce soir, c'est concernant les règles de ce qu'on appelle de discrimination positive à l'embauche. Est-ce qu'elles sont encore nécessaires aujourd'hui pour assurer une place aux femmes, aux personnes en situation de handicap, aux personnes autochtones et également aux personnes racisées? Alors, allez répondre à la question, commentez également. Ça amène une question où c'est sûr qu'à partir du moment où on a un être humain qui doit faire un choix, que ce soit pour embaucher quelqu'un. Ça commence souvent d'abord par un CV et souvent il y a un nom sur le CV. Déjà en partant, c'est quelque chose qui vient jouer dans la tête des gens. Tout le monde Tout à fait. conçoit... Particulièrement si on est en région. Hein? Particulièrement si on est en Ouais. région. Moi, j'ai vécu ça même quand j'étais jeune, puis j'étais pour un loyer, pour louer un loyer, puis c'est ma conjointe qui avait appelé. Puis À quand cause je suis de ton nom de arrivé, famille? à cause de mon famille, on Ah mettait ouais, le nom de ma pourtant. conjointe au lieu de mon nom parce que c'était Reyes. Puis rendu là, la personne n'a même pas voulu nous ouvrir la porte lorsqu'elle m'a vu parce que j'ai le teint basané, puis... j'ai appelé bonjour Alain Reyes qui vient visiter l'appartement. Fait que ça existait. Alors ça, Là, c'est en partant, une je parle d'il y a discrimination, 30 existe ans. encore. Tout à fait, ça existe sûrement encore, tout ça. Puis ça va être encore plus vrai en région que si on est à Montréal, sûrement. Là. Est-ce que les règles qui ont été mises en place pour l'emploi, justement, ça permet de contrer en quelque sorte ou d'amoindrir les impacts de ce genre de jugement individuel quand on voit un nom en haut d'une feuille d'un CV? En tout cas, c'est l'objectif. Puis ce n'est pas nécessairement à la lecture du CV, mais ces politiques-là de discrimination positive visent quand même à faire en sorte qu'on puisse regarder outre le nom qu'on va avoir et pour lequel on pourrait avoir une perception négative. Par contre, je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps d'une très bonne façon, les politiques de discrimination positive. La question, c'est est-ce qu'elles sont nécessaires? Et effectivement, parce que je ne sais pas combien d'études, de rapports ou de cas dont on a traité ou qui ont été communiqués dans les médias de ACV égale. Des gens, on va changer le nom pour mettre justement, Alain prenait son nom, Alain Reyes versus Julie Couture. Ouais. On va beaucoup plus convoquer en entrevue Julie Couture qu'Alain Reyes. Donc, ça, je ne sais pas combien de fois et combien d'années on va le dire parce que ça existe. Maintenant, pour éviter ce biais-là, que ce soit une technique de CV anonymisé ou des politiques de discrimination positive qui va faire en sorte que, bon,
dans ces rôles-là ou dans ces cadres de métiers-là ou à ce niveau hiérarchique, ça nous prend des gens qui sont représentatifs de la société dans laquelle nous sommes. C'est point barre. Et par rapport au point de la compétence, cette politique de discrimination positive vient toujours avec la phrase clé, note de bas de page ou rien, à compétence égale. Donc, l'argument de la compétence, pour moi, ne doit pas rentrer dans notre lorgnette ou notre perception parce que on ne se pose jamais cette question quand on embauche d'autres groupes majoritaires. Seulement quand on pense aux groupes minoritaires. Donc, la priorité pour une embauche doit demeurer la compétence, mais à compétence égale. Pour tout le monde. Pour tout le monde. À compétence égale, on va favoriser quelqu'un d'un groupe minorisé. Le départ que j'ai lancé. Première compétence, puis égalité, on y va avec... Mais c'est là où la question de la compétence égale, moi, je doute beaucoup de ça parce que on est 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Nous avons chacun notre timbre de voix unique et chacun notre empreinte digitale, comme chacun notre histoire, chacun nos compétences. Et des compétences, c'est à la fois où j'ai étudié, les notes que j'ai eues à l'école, les expériences de travail, ma personnalité, la façon de me présenter, la façon de me comporter avec l'autorité, avec les collègues, avec les clients. Et ça, là, c'est tellement... Ça fait preuve de plein de critères de sélection qui font en sorte que c'est pas vrai qu'on peut avoir deux personnes égales. Chaque personne et chaque employeur a ses propres critères aussi. Mais justement, d'où l'importance d'avoir des critères qui sont plus généralisés. D'où l'importance aussi de se rendre compte que parce que chaque être humain est différent, il y a également des biais qui existent. Et là, ces biais-là sont démontrés. Ces biais-là nous prouvent que malheureusement, on est encore dans des sociétés où est-ce qu'on a besoin de pousser. Puis je vais vous donner un exemple très simple. Regardez, par exemple, comment dans la formation des conseils des ministres, depuis qu'on a mis comme une espèce de règle non écrite qu'il fallait être en zone de parité, on nomme des femmes et des hommes en zone de parité. C'est pas une loi de discrimination positive qu'on s'est imposée dans la loi, mais on l'a mise dans les façons de faire. Et juste ça, ça a augmenté le nombre de femmes au conseil des ministres, ça a amené des conseils de ministres paritaires. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que qu'elles soient écrites dans la loi ou pas, lorsqu'on a des règles qui, justement, nous amène à favoriser une meilleure représentativité, puis c'est ça que la discrimination positive fait, bien, on a des meilleurs résultats. Et on a encore beaucoup de travail à faire parce que malheureusement, à compétence égale ou à diplôme égal, les membres des minorités visibles sont 3 à 4 moins embauchés que les gens de la majorité. Ça reste que l'être humain est un peu fait comme ça. En général, il se rassemble avec des gens qui se ressemblent. Puis là, je ne parle pas de couleur de peau, là, je parle en général même de parcours de vie. Avec ces règles-là, ou en tout cas ces encouragements à diversifier les embauches, est-ce que justement ça n'a pas pour but de nous forcer à regarder ailleurs et à regarder et à essayer d'embaucher, en tout cas, et de s'intéresser à des candidatures qui ne nous ressemblent pas comme êtres humains? Oui, mais est-ce que vraiment ça s'arrête à nos origines et à notre couleur de peau? Oui. Non, non, on se ressemble pas ou on va vers on peut parler d'idéologie ou d'adhésion à des mouvements politiques. Rendu là, on peut commencer à regarder dans les grandes organisations puis dire est-ce qu'il y a assez de gens qui représentent la droite et il y a assez de gens qui représentent la gauche? Non, mais les gens ne se réduisent pas. On peut pas réduire un être humain à la couleur de sa peau, à son origine, à son sexe même. Ce qui est important, c'est une chose, c'est qu'est-ce qu'on voit en silence. On l'a fait pour les femmes. Je suis pas plus d'accord pour les femmes. Non, les quotas sur les conseils d'administration, dans les conseils des ministres, avoir des quotas de femmes, je trouve ça extrêmement réducteur. Absolument, je suis contre ça, même pour les femmes. L'enjeu vient d'une chose, c'est comment est-ce qu'on sélectionne avant même de donner une chance, selon ce que l'on voit, avant même d'entendre. Parce que la réalité, la raison pour laquelle ça existe, c'est parce qu'on se rend compte. Et une des solutions serait les fameux CV anonymisés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque quelqu'un envoie un curriculum vitae avec un nom qui a une consonance différente, ou avec un nom de femme versus un nom d'homme, on le sélectionne différemment. Avec les CV anonymisés, on éviterait au moins ce premier filtre. Ça peut faire partie de la solution, mais les programmes doivent encore exister. Alors, commentaire, Dan, pour aller à la pause, elle dit à notre question, elle répond non, un employé doit être embauché selon ses compétences et ses connaissances, pas selon la couleur de sa peau ou son sexe. Mais on rappelle donc ce que tu nous disais tout à l'heure, à compétence égale, c'est là que rentre ce critère pour encourager des embauches pour certains groupes de la population. Allez répondre à la question pendant la pause si vous n'avez pas déjà fait, puis on aura d'autres commentaires au retour. On
est de retour au débatteur. Quelques commentaires sur notre question concernant les règles de discrimination positive. Est-ce qu'elles sont encore nécessaires en 2026? Véronique nous dit non. De la discrimination, c'est de la discrimination. Si j'obtiens quelque chose, c'est parce que je l'ai mérité, pas pour remplir un quota quelconque. Jocelyne nous dit oui, particulièrement pour favoriser l'embauche des femmes dans des postes de direction. Sinon, elles perdront éventuellement leur gain. Et Louis nous dit oui, tant que les CV de candidats pour un emploi ne seront pas anonymes, la discrimination positive va rester, va être nécessaire. Là-dessus, on en parlait tout à l'heure, justement, de cette discrimination. On fait quoi? Vous dites, on devrait laisser tomber ces règles-là. Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr, par exemple, de ne pas perdre les acquis puis ce qu'on a réussi à atteindre, le chemin qu'on a fait depuis des décennies? Continuer les messages positifs, autant comme on a voulu attirer les femmes dans les métiers de génie, par exemple. On a fait des campagnes et on envoie encore des campagnes pour attirer les femmes à choisir le métier de génie. Bien, on y va avec des campagnes positives comme ça pour encourager les gens, pour faire de la promotion de ce qu'on souhaite voir comme se réaliser dans la société, mais on ne rentre pas dans la discrimination. 100% d'accord. Je prends le cas de la médecine. Avant ça, les médecins, c'était tous des hommes. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup plus de femmes qui sont en médecine. Automatiquement, lorsque viennent les embauches, en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout à travers le pays au complet. On ne manque pas de postes à combler. Fait que si les gens ont été formés, on a fait la promotion, on a valorisé ces emplois-là, de façon naturelle, on va y arriver, puis on forme les gestionnaires en ressources humaines. Il reste quelques secondes. Et malheureusement, à diplôme égal, il y a encore des membres de minorité sont 3, 4, 5 moins embauchés que les gens de la majorité. C'est pour ça que ça les prend encore, malheureusement, parce qu'on voudrait tous que ça arrête, mais les chiffres sont un pas effort là. de plus pour faire ses preuves. Définitivement. Puis j'ai envie de dire, on parle de discrimination positive, mais il faut aussi parler de discrimination systémique parce qu'on semble oublier que oui, c'est comme par magie, plusieurs changements arrivent, mais même si tu as les diplômes, tu ne rentres pas dans les entreprises non plus. OK, il reste 20 secondes. Allons voir. Donc, ça, c'était avant le débat. 23 pour le oui, 77 pour le non. On termine ça comment? 17 pour le oui, 83 pour le contre. C'est Alain, le choix du public ce soir. Merci. C'est complexe, c'est délicat comme débat, mais c'est intéressant qu'on réussisse justement à en discuter autour de cette table. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. À demain.